Mesdames les ministres, Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, donc mon nom est Jean Jouzel, je suis chercheur dans le domaine de l'évolution du climat et ce m'est vraiment un très grand plaisir d'ouvrir disons, cette conférence scientifique Our Common Future Under Climate Change, placée sous le haut patronage du président de la République. Comme le dira, enfin, cette initiative en fait a été prise il y a à peu près 2 ans. Hervé Le Treut, mon collègue, vous dira un peu comment nous avons procédé. Et disons, nous nous sommes organisés autour de 3 comités. Un comité scientifique présidé par notre collègue américain Chris Field, comité d'organisation donc qu'Hervé Le Treut, ici présent, préside, avec en son sein un secrétariat général sous la responsabilité de Claire Veil. Et moi-même, je suis chargé de ce qu'on appelle le Haut Comité. Alors, le premier rôle du Haut Comité a été effectivement de trouver des soutiens d'une organisation. Et je tiens vraiment à remercier, vous voyez, beaucoup de toutes les, disons, je ne citerai pas beaucoup d'organisations internationales. D'abord, nous avons le patronage de 4 ministères et je remercie Madame Royal et Madame Vallaud-Belkacem d'être là au nom de leur ministère et de nous dire quelques mots tout à l'heure. Nous avons également le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité, ainsi que le ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Voilà, je ne citerai pas toutes les organisations françaises, organismes français qui nous ont soutenus très fortement avec ces ministères et je tiens à les remercier. Un petit mot pour, disons, toutes les organisations internationales, Futureur, SICSU, bien sûr l'UNESCO, mais je donnerai la parole à Laura Schlegel tout à l'heure. On parle aussi des Nations Unies, de l'Organisation météorologique mondiale, et puis aussi des organisations internationales qui ont plus particulièrement, et c'est très important pour nous, aidé à la participation de chercheurs du Sud. Voilà, donc merci beaucoup. Et donc je vais donner la parole à mon collègue Hervé Le Treut, en charge du comité d'organisation. Mesdames les ministres, chers collègues, c'est moi aussi avec un peu d'émotion, après tous ces moments de préparation, de prendre la parole devant une assemblée qui est aussi nombreuse, avec des gens de presque une centaine de pays. Alors je le fais au nom d'un comité d'organisation qui a initié cette entreprise, comme Jean l'a dit, il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et peut-être je voudrais retracer ce qui a été l'ambition de ce groupe et la manière dont on a essayé de structurer cette conférence avec les objectifs scientifiques qui la sous-tendent. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un peu plus d'1 an, le petit groupe ce qu'on peut appeler des initiateurs de cette conférence était composé d'à peine une dizaine de personnes, avec des représentants de sciences très, très différentes, des sciences dures, comme on dit. Donc il y avait Jean Jouzel, moi-même, des sciences du vivant, de l'agriculture, du développement, on peut trouver différents noms. Il y avait Jean-François Soussana, Benoît Martimor-Assau, des sciences économiques, avec Franck Lecoq, Jean-Charles Ourcade, des sciences politiques, sociales, Sébastien Traillère, Claire Veil, secrétaire générale de la conférence, que Jean a déjà cité, et Laurence Toubiana, qui a été peut-être la première à avoir l'idée de cette conférence, mais qui a été appelée depuis à plus haute fonction, puisqu'elle est responsable de la négociation climat pour la France. Et puis on avait une personne, Catherine Michaud, qui est peut-être ici, qui était responsable de la logistique. Donc c'est une toute petite équipe. Et la conférence, dans ses objectifs, dans ses ambitions, a grandi vraiment au-delà de nos espérances. Et parfois, on peut le dire aussi, au-delà des moyens dont on disposait. On a toujours été obligé de s'ajuster à une conférence dont les ambitions ont grandi. Alors, je crois que la taille de cette conférence, son ambition, je crois, traduit un besoin très fort de ce type de réunion transverse en termes disciplinaires.
Elle a été possible grâce au soutien de toutes les institutions nationales que j'en viens de citer, aussi d'organisations internationales comme l'ICSU, l'UNESCO, bien d'autres, le WMO qui parlera par la voix de Michel Jarraud un petit peu plus tard. Ce qui a aussi fait changer la dimension de cette conférence, c'était l'arrivée et l'acceptation de Chris Field, qui est chairman du groupe 2 du GIEC, du PCC, de venir présider un comité international. Et je voudrais remercier vraiment très fortement Chris Field, je répète 2 fois dans mon discours, parce qu'il a joué un rôle majeur dans la manière dont cette conférence a été conçue en termes scientifiques, en termes de distribution des rôles, des disciplines et des enjeux. Voilà. Alors, je pense que cette conférence joue un rôle fort aussi à mi-chemin entre les 2 COP 20 et 21. Et on a voulu faire une conférence scientifique, parce qu'on est scientifique, et pour manifester le fait que la science, les savoirs scientifiques sont très importants dans ce processus et que c'est grâce à ces savoirs scientifiques que l'on peut affronter le changement climatique. Alors, au fil des années, on est passé d'un problème où la communauté scientifique a d'abord eu un devoir d'alerte par rapport au changement climatique, et donc la science qu'on a développée a été une science de l'alerte, avec tous les débats qui l'ont entouré, que tous vous connaissez. Je pense qu'on est arrivé à une phase où les échéances se sont tellement rapprochées qu'une partie des changements climatiques est désormais inévitable, que le processus qui est en route doit être arrêté de manière le plus rapide possible, et que dans cette démarche-là, le climat n'est plus un facteur que l'on peut traiter de manière isolée. On doit le traiter en lien avec toute une série d'autres facteurs qui peuvent aussi agir sur le développement. Il s'agit des autres facteurs environnementaux comme la biodiversité, comme les problèmes de pollution diverses, et puis des problèmes sociaux, des problèmes géopolitiques. Alors, la question qui nous a été posée très souvent par rapport à cette dimension nouvelle du problème climatique, c'est est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une conférence en plus? Est-ce que la sortie des rapports du GIEC ne suffisait pas? Et c'est évident que cette conférence va s'appuyer de manière très forte sur les résultats du GIEC. Ce sont les résultats du GIEC qui sont probablement la première des motivations pour faire les COP, pour essayer de s'engager dans des négociations importantes et difficiles. Et tout ce qui se déclinera en aval relève aussi d'une multitude de choix que le GIEC éclaire. Je pense que malgré tout, il y a une place pour une démarche en plus. Le GIEC est policy relevant, mais pas policy prescriptive, comme on dit en anglais, et il tire de ce positionnement très strict, très rigoureux, une autorité considérable. Néanmoins, je pense qu'on va tous penser qu'à la frontière entre la science et le domaine de la politique, de la décision, il y a à faire un petit peu plus, peut-être, que ce à quoi le GIEC, par construction, est contraint. C'est-à-dire de positionner ce savoir dans son contexte, de le positionner dans une attitude prospective pour voir ce qu'il amène, de le positionner aussi dans une recherche de solutions qui soit peut-être aussi plus large, plus interdisciplinaire. Et c'est un petit peu ce qu'on a cherché à faire dans cette conférence. Alors pour ça, on a fait un programme qui est multiple. On a d'abord une conférence scientifique sur laquelle je vais revenir. On a aussi une conférence, je dirais un festival off, pour ceux qui connaissent le festival d'Avignon, avec des side events, et vous trouverez dans votre programme, et Jean Jouzel en reparlera, tous ces événements qui vont être aussi associés à des non scientifiques, à d'autres formes de partenariat que ceux strictement de la science. Pour la conférence scientifique elle-même, nous avons aussi choisi de combiner 2 approches. Il y en a une qui est un peu plus directive, avec un programme de séance plénière et de grandes parallèles, alors qui a été vraiment l'œuvre en grande partie, on l'a aidé autant qu'on a pu de Chris Field,
qui a coordonné cette partie-là. Et on le remercie beaucoup pour la patience avec laquelle il a supporté toutes les complexités d'une organisation à la française. L'autre approche a été de solliciter, et je pense que c'est une chose qu'on a fait de manière brave et sans se rendre compte un peu d'où ça nous amenait, de solliciter toute la communauté pour essayer d'avoir ici le plus de monde, enfin, le plus de diversité possible, au travers d'un appel à sessions scientifiques. Et on a été complètement submergé par le retour. On a eu 450 sessions qui ont été proposées, et quand on les a soumises au conseil scientifique, à peu près 420 qui ont été jugées de bonne qualité. Alors on a essayé d'organiser une conférence un petit peu différente, on a regroupé ces sessions, on a ouvert un deuxième site à l'université Pierre et Marie Curie. Alors tout ce processus-là a été un petit peu difficile à mener, on n'avait pas beaucoup d'exemples pour le mener, on a reçu quelques critiques, mais je crois qu'au bout du compte, on est très heureux du double symbole que représente une conférence ici à l'UNESCO, avec, comme je l'ai dit au début, 100 nationalités représentées, et puis à l'université Pierre et Marie Curie, qui aura le cœur de vous accueillir et de vous recevoir au mieux le 9 au soir, dans un événement où tout le monde est convié, avec l'ensemble des posters qui seront disposés à Jussieu. Alors, on est très fiers de la conférence telle qu'elle se dessine, de la participation qui est la vôtre. Elle a été conçue pour aller, comme je l'ai dit, du diagnostic solution. Ça ne veut pas dire aller de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. La recherche fondamentale fait partie des solutions, donc c'est vraiment une conférence pour montrer l'importance de la recherche et de la recherche fondamentale dans tout ce processus, et pour aussi donc dessiner des solutions dont on espère qu'elles seront utiles à la négociation de la COP21 en décembre. Voilà, on espère que cette conférence va favoriser tous les contacts que l'on a essayé d'imaginer en la mettant en place, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Hervé, et merci pour tout le travail que tu as pris en charge. Merci. Donc comme l'a brièvement mentionné Hervé, la seconde mission du haut comité que je présidais était de promouvoir des événements, alors des side events, des événements satellites, parce qu'à ne pas confondre avec les sessions parallèles. Et ça a aussi été un grand succès, et je souhaite saluer ici tous ceux qui s'y sont impliqués. Alors, les thématiques, c'est très large. Il y en a eu bien sûr, sur les aspects sociétaux, la jeunesse s'est mobilisée, les artistes. Il y a aussi dans des domaines comme l'énergie, l'innovation, les forêts, bien sûr sur, disons, un peu des réflexions sur l'accord de Paris, ou ce qu'il devrait être, des politiques régionales. Tous ceux qui s'intéressent aux océans se sont également fortement mobilisés, et ils le seront aussi pendant toute cette disons, conférence. L'agriculture, vous voyez, donc c'est un spectre très large autour duquel sont organisés. Donc, alors, il ne s'est pas terminé, puisque ce sont des événements qui prennent place entre le 1er juin et, disons, la fin le 15 juillet. C'est l'idée. Il y a 75 événements de ce type qui sont organisés de par le monde. Il y en a 52 en Europe, alors une large partie en France, il y a à peu près les 2/3 qui sont déjà réalisés, mais il y en a aussi à l'étranger, par exemple au Costa Rica, organisé par la Banque mondiale, une business school sur, disons, les enseignements en ligne dans ces domaines, le sommet des jeunes d'Amérique latine mobilisé sur le changement climatique au Mexique. À Bangkok, il y a eu aussi un forum régional sur le changement climatique en Thaïlande qui s'est, disons, intéressé, vraiment qu'on a labellisé, aussi disons un autre, je ne citerai bien sûr pas les 75, mais sur l'agriculture, la forêt, disons en Afrique de l'Ouest, donc sur tous ces problèmes qui ont été organisés à Abidjan. C'est pour vous montrer la richesse, et c'est aussi bien sûr pour remercier tous ceux qui s'y sont impliqués. Je souhaite vraiment que ça fait aussi partie de cette conférence, et ça qui est très important. Donc nous allons continuer cette... Donc nous sommes ici à l'UNESCO, et je remercie Mme Bokova, l'UNESCO, de nous avoir accueillis, de nous avoir facilité la tâche sur beaucoup d'aspects. Comme l'a dit Hervé, nous avons donc ce second site. Merci à Jean Chambaz de nous avoir accueillis à Jussieu, à l'UPMC.
Et je vais donc inviter Flava Schegel, qui est sous-directrice générale de l'UNESCO pour les sciences exactes et naturelles, à nous dire quelques mots. Merci Flavia. Mesdames les ministres, Monsieur le secrétaire général, Monsieur les présidents, Excellences, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, it is a great pleasure to welcome you. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici à l'UNESCO aujourd'hui au nom de la directrice générale Irina Bokova. La directrice générale regrette sincèrement le fait qu'elle n'est pas en mesure d'être avec nous aujourd'hui parce qu'elle est obligée de se rendre à l'étranger plus tôt que prévu. Il nous reste peu de temps avant la participation du monde entier aux négociations sur le changement climatique à la COP21 ici à Paris. Et cette conférence internationale, notre avenir commun face au changement climatique, constitue une manifestation très importante et en temps opportun. Il nous faut un accord ambitieux sur la réduction des émissions de CO2 afin que le monde s'oriente dans le bon sens vers le développement durable. Pour réussir, il faut construire sur la base de 3 piliers. D'abord, il nous faut une vision politique ambitieuse, telle que l'on voit avec la vision politique de la France. Deuxièmement, il nous faut réunir tous les partenaires afin d'avoir une démarche inclusive. Et troisièmement, il nous faut une base de savoir robuste afin de nous assurer que les décisions politiques soient construites sur une bonne compréhension des changements climatiques. Et là, c'est justement le rôle de l'UNESCO en tant qu'agence spécialisée des Nations Unies, spécialisée dans les sciences. Nous sommes prêts à faire réunir toute l'expertise pour ces débats, toute l'expertise et tous les savoirs que nous avons dans nos programmes internationaux consacrés aux sciences. Nous avons la Commission océanographique internationale et nous avons la plateforme sur le climat et les océans. Ces organisations vont alimenter les débats liés à la COP21 sur l'interaction vitale entre le climat et l'océan. Nous avons le programme hydrologique international qui sensibilise la communauté sur les risques liés aux modifications des ressources en eau. Nous avons le réseau graphique pour l'évaluation des ressources en eau souterraine face aux pressions humaines et climatiques. Nous avons les réserves de biosphère de l'UNESCO ainsi que le réseau mondial des géoparcs soutenu par l'UNESCO. Il nous faut plus de sciences intégrées. Il faut valoriser toutes les disciplines, y compris les sciences humaines et les sciences sociales, dont les savoirs autochtones. Les peuples autochtones sont depuis longtemps les détenteurs de belles histoires multigénérationnelles et des interactions avec leurs environnements font partie de ces traditions avec beaucoup de variabilité. Vous avez par exemple les gardiens de rennes Sami de la Norvège du Nord pour développer une terminologie qui réunit tout leur savoir des interactions entre le monde végétal, la glace, la neige et le vent. Nous voyons que ces personnes sont vraiment à la pointe des changements climatiques et voient l'influence de ces changements sur leur vie, la façon dont ils mangent, dont ils chassent. Tout ceci constitue une richesse de savoir pour sensibiliser le grand public et pour renforcer l'engagement politique des décideurs à l'échelle mondiale. Mais il nous faut encore plus. Il ne suffit pas juste de réunir toutes les sciences. Il faut tout partager. Il faut partager avec les citoyens, avec les décideurs politiques. Et c'est un défi difficile. Notre avenir dépend des liens que nous construisons entre la science et les politiques. Ceci dépend de la relation que nous construisons entre les sciences et la société. C'est la raison pour laquelle le secrétaire général des Nations Unies a créé le Conseil consultatif scientifique sous l'égide de l'UNESCO afin de renforcer l'interface entre les sciences et les politiques et de nous assurer que les décisions politiques soient bien fondées sur les recherches scientifiques. C'est la raison pour laquelle aussi l'UNESCO a accueilli le sommet Business and Climate afin d'activer le secteur privé
et pour financer l'action sur le climat. Cela avec le soutien du président François Hollande et plus de 2000 chefs d'entreprise. C'est également pour cette raison que nous allons tenir le 9e Forum des jeunes de l'UNESCO sur le thème de la citoyenneté mondiale et les jeunes pour une planète durable, juste quelques semaines avant la COP21. Et bien davantage qu'un défi scientifique et technique, c'est un défi humain, social, éthique qui se nourrit de la réflexion scientifique. L'UNESCO a été fondée sur l'idée que la paix durable se construit d'abord dans l'esprit des hommes et des femmes par l'éducation, la culture, les comportements. Dans une large mesure, cette vision vaut pour le développement durable qui appelle à une révolution des comportements qui passe par l'éducation des jeunes. L'UNESCO est en pointe de la réflexion mondiale sur l'éducation au développement durable, à intégrer dans les programmes scolaires, et je salue les efforts de la France dans ce domaine. Nous avons diffusé en ligne une formation de l'UNESCO pour les enseignants du secondaire sur l'éducation au changement climatique pour le développement durable. Nous collaborons avec l'Agence française de coopération Média pour informer les journalistes africains sur ces sujets grâce à la publication d'un guide sur les changements climatiques. Ils pourront utiliser leurs connaissances pour sensibiliser les autorités africaines aux travaux de cette conférence scientifique et de la COP21. Je pense également aux enjeux éthiques soulevés par le dérèglement du climat et aux travaux de notre Commission mondiale sur l'éthique des connaissances scientifiques. Elle a identifié 10 principes qui constituent la base d'une déclaration des principes éthiques du changement climatique dont nous débattrons lors de la prochaine conférence générale ici à l'UNESCO. Cette conférence scientifique aujourd'hui doit permettre d'irriguer l'ensemble de ces réflexions, leur donner encore davantage de poids, d'ambition pour alerter, éduquer, sensibiliser le plus grand nombre jusqu'à la conférence COP21. Elle est une nouvelle marque de l'engagement total de l'UNESCO à la réussite de cette conférence depuis de longs mois et jusqu'au mois de décembre. Je remercie encore une fois les 2 présidents et leur équipe de l'organisation de cette conférence et vous tous, les participants, d'être présents et de rester engagés. Je vous souhaite à tous et à toutes une conférence fructueuse et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup et merci beaucoup de cet accueil dans votre maison. Alors, je vais avoir le plaisir maintenant d'accueillir Michel Jarraud. Alors, Michel a une double tâche. Alors, Michel est secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale et il va intervenir à ce titre. Je tiens simplement à te dire l'importance qu'a l'Organisation météorologique mondiale dans nos domaines, en particulier à travers ses propres l'ensemble de ses travaux, mais plus spécifiquement à travers le Programme mondial de recherche sur le climat, qui joue un rôle très important pour tout ce qui concerne nos domaines de recherche. Un autre rôle sur lequel, bien sûr, l'OMM est important, il partage avec l'organisation de la branche environnement des Nations Unies, le PNUE, donc le parrainage, ou disons, il est en charge de l'IPCC, du GIEC. Le président El Ghizouli interviendra en séance de clôture, mais merci aussi pour ce soutien apporté au GIEC que tu accueilles dans tes locaux et qui est très important parce que c'est aussi, le GIEC vit aussi grâce, mais en toute liberté d'ailleurs, grâce aussi à ses parrains au sens noble du terme, la branche environnement des Nations Unies et puis l'OMM. Merci Michel. Alors ta seconde tâche sera de nous dire quelques mots aussi, disons au nom du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Merci Michel. Mesdames les ministres,
Madame la sous-directrice générale de l'UNESCO, cher Hervé Letreux, cher Jean Jouzel, Excellences, chers collègues et amis. Avant de partager avec vous les réflexions de l'Organisation météorologique mondiale, je vais intervenir tout d'abord en anglais parce que le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a souhaité partager ses réflexions avec vous à l'occasion de cette conférence. Et donc, il m'a demandé de lire son adresse et c'est ce que je fais maintenant avec un grand plaisir. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm pleased to send greetings to the Je suis International heureux Scientific Conference d'envoyer mes on our salutations common future. à la conférence scientifique internationale Notre avenir commun face au changement climatique. Et je souhaiterais remercier les organisateurs, le Conseil international pour la science, Future Earth, l'UNESCO et les grandes institutions de recherche françaises, ainsi que le gouvernement français pour leur appui envers cet événement fort important. Cette année, les dirigeants du monde ont une occasion historique d'adopter un nouvel agenda de développement durable et d'atteindre un accord sur le changement climatique. Ceci aura des conséquences très importantes pour cette génération et les générations à venir. Cette conférence vient à point nommé. La communauté scientifique a un rôle très important à jouer pour façonner notre avenir. La science nous permet de nous repérer, de savoir où nous en sommes et où nous nous dirigeons. Selon le 5e rapport d'évaluation du GIEC, les températures de surface de l'océan et les températures terrestres ont augmenté de près d'1 degré Celsius depuis 1901. Et dans certaines parties de l'Afrique, de l'Asie et d'Amérique du Nord et du Sud, les températures en surface ont augmenté de 2,5 degrés. Lors de la conférence climatique de 2010, les gouvernements se sont engagés envers une augmentation maximale de 2 degrés. Toutefois, nous nous dirigeons aujourd'hui vers une augmentation de 5 à 6 degrés si nous n'agissons pas. Nous sommes à un moment critique. Les pays sont invités à soumettre leurs contributions aux négociations climatiques qui vont avoir lieu ici à Paris. Plus de 40 pays en développement et pays développés, qui représentent plus de la moitié des émissions mondiales, ont déjà soumis leurs objectifs. Certains pays se sont engagés à des réductions de jusqu'à 50% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Tous les pays doivent participer à la solution au changement climatique. En novembre, le COP21 publiera un rapport sur les effets agrégés de ces soumissions. Toutefois, il est évident que ces réductions ne suffiront pas pour atteindre l'objectif de 2 degrés. Il faut donc agir. L'écart d'émissions, c'est-à-dire la différence entre les engagements de réduction des parties à la COP21 et les engagements qui sont nécessaires pour rester sous une fourchette de 2 degrés, ne cesse d'augmenter. L'écart d'adaptation aussi. Donc, pour combler cet écart, il est essentiel de combler des écarts de financement, de connaissances, de technologie, de capacité et de confiance. La science peut nous permettre de combler l'écart de connaissances et des technologies et je me réjouis de mon conseil scientifique qui a été soutenu par l'UNESCO et de ce qu'il puisse soutenir les États membres dans leur connaissance du changement climatique. Cette conférence parlera de solutions pour transformer la situation vis-à-vis du changement climatique, des initiatives dans le secteur de l'énergie, des initiatives d'adaptation des écosystèmes. Il parlera également de l'économie verte et je vous félicite de votre leadership et de votre soutien pour construire un avenir plus durable, un avenir plus résilient. Et je vous remercie au nom du secrétaire général. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers collègues, au nom de l'Organisation météorologique mondiale, je tiens à exprimer ma gratitude aux organisateurs de cette conférence. Cette conférence scientifique est la plus importante qui se tiendra avant la 21e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et elle contribuera sans aucun doute
à intégrer la science du climat et les informations climatologiques dans le contexte plus général des changements qui caractérisent notre époque et en particulier celui du développement durable. Nous devrons vivre longtemps encore avec les conséquences du changement climatique et je suis certain que cette conférence nous donnera amplement l'occasion de faire le point sur les différentes approches envisageables pour atténuer le changement climatique et nous y adapter. Et j'en profite pour présenter le point de vue de l'Organisation météorologique mondiale. Je voudrais dire tout d'abord que mon organisation est heureuse de parrainer cette conférence et d'apporter une contribution financière pour favoriser la participation de scientifiques de pays en développement. Mais c'est aussi un plaisir pour moi d'être ici avec vous dans les locaux de l'UNESCO. L'OMM et l'UNESCO collaborent en effet très étroitement depuis plusieurs dizaines d'années pour faire de la science un pivot du programme d'action pour le développement durable. Et je tiens à remercier Irina Bokova de son soutien précieux dans ce domaine. Les données scientifiques sont claires. Les évaluations du GIEC et les rapports de l'OMM et d'autres organisations confirment que le changement climatique ne fait plus de doute et qu'il est extrêmement probable qu'il soit causé par les activités humaines et les émissions de gaz à effet de serre, en augmentation constante. Les températures augmentent, le cycle de l'eau est perturbé, la neige et la glace fondent, le niveau de la mer s'élève, les océans se réchauffent et s'acidifient. Les phénomènes extrêmes, tels que les vagues de chaleur, deviennent plus fréquents et plus intenses, et ce sont les populations les plus vulnérables et les plus pauvres qui payent le prix le plus fort. Il devient de plus en plus impératif de préserver notre climat, en le considérant comme un bien collectif. Nous avons encore le choix, mais le temps presse, et il est urgent d'agir si nous voulons prévenir les conséquences les plus graves de ce changement climatique. Les décideurs peuvent d'ores et déjà compter sur des informations scientifiques fiables pour s'acheminer vers des systèmes de production, de consommation plus rationnels et des programmes appropriés d'adaptation au changement climatique. Mais il est essentiel d'agir rapidement et avec détermination. Les connaissances sur le climat que nous avons acquises ces dernières décennies représentent une source d'informations extrêmement précieuse et une condition préalable à la prise de décision et à l'action en faveur du climat. Elle nous conforte aussi dans l'idée qu'il est encore possible de changer le cours des choses et d'atténuer les effets du changement climatique jusqu'à un niveau raisonnable. La compréhension du climat est indispensable à cet égard. Elle aidera les responsables à tous les niveaux à prendre les bonnes décisions. Toutefois, il faudra veiller à ce que les informations sur le climat soient faciles à interpréter et à utiliser par ceux qui en ont besoin. Un certain nombre de conditions doivent être réunies pour cela. Il importe tout d'abord de renforcer ou de remettre en état les systèmes d'observation du climat et les infrastructures correspondantes, car les décideurs doivent absolument pouvoir compter sur des données fiables et de qualité. Le système mondial d'observation du climat, le système mondial d'observation de l'océan et les différentes composantes du système mondial intégré de systèmes d'observation de l'OMM demeurent la clé de voûte du réseau de collecte de données. Ensuite, il convient d'affiner les scénarios de changement climatique et de les ramener à l'échelle régionale, voire sous-régionale, pour faciliter la planification à long terme. Un certain nombre de projets d'envergure internationale s'y attellent dans le cadre du programme mondial de recherche sur le climat, qui est coparrainé par l'OMM, par la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO et le Conseil international pour la science, l'ICSU. Notre organisation parraine par ailleurs des forums régionaux sur l'évolution probable du climat dans presque toutes les régions de la planète. Grâce au soutien apporté par les centres d'excellence que sont les centres climatologiques régionaux de l'OMM, ces forums fournissent en temps réel, pour les régions concernées, des prévisions climatiques infrasaisonnières à saisonnières qui constituent l'assise des services climatologiques. Tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle régionale, les services climatologiques s'appuieront sur des systèmes intégrés de modélisation permettant d'assurer un continuum de prévision. L'objectif étant d'exploiter les connaissances accumulées au fil des ans, des décennies, et de présenter aux divers secteurs d'activité ainsi qu'aux populations des options étayées. Dans le cadre du Programme mondial de recherche sur le climat et du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, les chercheurs s'emploient à faire progresser la modélisation du système terrestre, océanique,
ainsi que terrestres, et ses applications pour lesquelles les services climatologiques jouent et joueront un rôle essentiel. Le cadre mondial pour les services climatologiques, le GFCS, son acronyme anglais, est une initiative des Nations Unies pilotée par l'OMM et à laquelle participent de nombreuses organisations des Nations Unies et d'autres organisations internationales, en particulier l'UNESCO. Il a justement été conçu pour que les informations sur le climat soient fournies de telle sorte que les bonnes décisions puissent être prises. Cela représente un défi formidable, tant pour les pays en développement que pour les pays développés, qui ont tout intérêt à apprendre les uns des autres. Les urbanistes peuvent s'appuyer sur des produits et des services climatologiques pour mettre au point des stratégies et des plans d'action destinés à renforcer la résilience des villes face aux catastrophes naturelles et favoriser une économie plus respectueuse de l'environnement. Les autorités chargées de la santé publique exploitent d'ores et déjà les prévisions climatiques pour évaluer et anticiper les éventuelles conséquences sanitaires des phénomènes météorologiques, climatologiques extrêmes, tels que les sécheresses, les vagues de chaleur, les inondations. Grâce aux prévisions de température et de précipitations, les agriculteurs peuvent mieux planifier les semailles, les récoltes, mais aussi la commercialisation de leurs produits. Les responsables de la gestion des ressources en eau, quant à eux, mettent à profit les informations climatologiques pour optimiser les approvisionnements en eau et la gestion des crues. Enfin, je tiens à évoquer l'ingénierie climatique, appelée aussi géo-ingénierie, comme solution envisagée par certains pour atténuer le changement climatique. Les techniques d'ingénierie climatique sont diverses et présentent divers niveaux de complexité, d'incertitude et de risque. Appliquées à grande échelle, elles pourraient avoir des conséquences imprévues et les perspectives offertes par ces techniques ne devraient pas être motif à relâcher nos efforts dans la lutte que nous menons contre le changement climatique anthropique. Avant d'envisager quelque action que ce soit dans ce domaine, il faut redoubler d'efforts pour bien analyser et mieux cerner l'impact potentiel de ces technologies et les risques associés. Il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers. En conclusion, je voudrais réaffirmer que l'OMM est décidée à faciliter la mise en commun et l'exploitation des connaissances sur le climat pour une action forte dans ce domaine afin de réduire les risques liés au climat et de favoriser le développement durable. Je vous remercie. Merci à Michel Jarraud, aussi bien au titre de l'OMM et au titre des Nations Unies. Je vais maintenant inviter Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Najat Vallaud-Belkacem, dont nous savons l'intérêt pour tout ce qui touche les recherches dans nos domaines, aussi bien et aussi sur l'enseignement. Donc, nous vous en remercions vraiment du soutien que vous apportez à nos disciplines, aussi bien sur l'enseignement que sur les volets recherche. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci, Madame la ministre, chère Ségolène, Madame la sous-directrice générale de l'UNESCO, Monsieur le secrétaire général adjoint, cher Jean Jouzel, cher Hervé Letreux, Mesdames et Messieurs. Je sais que vous attendiez ce matin le Président de la République, mais il ne pourra malheureusement pas être des nôtres. Le climat politique européen est un peu comme tous les climats, il faut en surveiller les variations. Et la température est, disons, montée d'un cran en Europe dimanche dernier. François Hollande est donc, comme tous les chefs d'État européens, mobilisé pour trouver une solution avec ses partenaires. Il nous a chargé, moi-même, en ma qualité de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ma collègue Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, d'ouvrir cette conférence avec vous. Et je veux vous dire d'abord le plaisir qui est le mien. Mesdames et messieurs, il y a quelques années seulement, l'humanité s'est vue confier une nouvelle responsabilité. Jusqu'alors, l'être humain savait ce que la paix devait à sa bonne volonté. Il s'agissait de politique, de diplomatie, de droits de l'homme toujours, de guerre parfois, quand le salut de tous ne reposait plus que dans les armes. L'humain a su aussi, et c'est un des héritages des Lumières, ce que les richesses des nations devaient à son action et à sa science. Il a su un jour que la répartition des biens ne devait rien au hasard, ni au bon vouloir de forces supérieures assignant les uns et les autres à la richesse ou à la pauvreté.
Un jour aussi, l'humain cessa d'ignorer les effets de son activité industrielle sur sa santé, le XXe siècle ayant débusqué peu à peu les conséquences de ses choix et de son mode de vie derrière le masque de la fatalité. Aujourd'hui, à l'orée d'un nouveau millénaire, l'humain s'est soudain vu confier les forces de la nature, ôtant partiellement à celle-ci la responsabilité exclusive des mouvements du ciel et du sol, de l'état des mers et des océans, de l'air et du climat. C'est ce moment que nous vivons et dont nous avons ici tous pleinement conscience. La conscience écologique, c'est une nouvelle étape dans l'histoire humaine. Elle est indissociable de nos choix collectifs et elle nous crée une responsabilité nouvelle pour nous tous. Avec cette conscience écologique et plus particulièrement climatologique, jamais l'homme n'aura été doté d'un tel devoir vis-à-vis du monde et de l'avenir. Car ça n'est pas seulement de l'humanité présente qu'il s'agit, mais bien de l'humanité tout court, dont le destin dépendra des choix que nous ferons notamment dans quelques mois lors de la COP 21. Demain, si nous n'agissons pas, nous en sommes désormais à peu près certains, des conflits naîtront partout dans le monde du fait de la raréfaction des ressources vitales sous l'effet du réchauffement climatique. Ce demain est sans doute moins éloigné qu'on ne le croit. Ce sont des civilisations entières qui sont en jeu. Et je le dis ici, dans cette enceinte sacrée de l'UNESCO, qui en est la gardienne et l'honneur. Les îles du Pacifique, les Maldives, Bangkok, Venise, Londres, autant de sites merveilleux qui, d'ici peu, auront disparu si des actions vigoureuses ne sont pas mises en œuvre rapidement pour limiter la hausse de la température et celle du niveau de la mer. Nous aurons, si nous ne faisons rien, ce triste privilège d'être la génération qui savait et qui n'aura rien fait alors qu'il était encore temps. Car nous savons que la planète a d'ores et déjà entamé un long dépérissement. Sans action collective, le mouvement qui s'est enclenché depuis des décennies maintenant aboutira à l'extinction pure et simple de sa merveilleuse diversité, mettra en péril l'ensemble de ses écosystèmes et de ses espèces, après qu'elle aura été secouée de convulsions, de dérèglements tumultueux, de cataclysmes, voire d'épidémies dévastatrices qui, bien sûr, frapperont d'abord les sociétés les plus fragiles et les plus vulnérables d'entre nous. Et nous savons la responsabilité de l'homme dans tout cela. Et c'est à la raison, c'est à la science, c'est à la recherche que l'humanité doit cette nouvelle prise de conscience de son impact extraordinaire, ainsi que les outils pour en maîtriser les conséquences funestes. Et c'est vous, chercheurs du monde entier, et notamment les membres du GIEC, qui, il y a plus de 25 ans, avaient commencé d'alarmer les sociétés et les États des effets du dérèglement climatique. Vous entamiez à ce moment-là un long chemin pour faire reconnaître les causes anthropiques de ces dérèglements, pour faire prendre conscience à chacun de l'urgence d'agir ensemble. Et vous avez tenu bon tout au long de ce parcours difficile, ponctué de 5 rapports décisifs, par des polémiques, par des déceptions, par de brillantes victoires aussi. Ces victoires, ce sont tout simplement celles de la vérité. Grâce à vous, à présent, nous pouvons dire que nous savons. Nous savons notamment que ces 40 dernières années, la combustion d'énergie fossile et les processus industriels ont contribué à hauteur de près de 80% à la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Nous savons que la transition vers des sociétés plus résilientes, vous le disiez, à faible empreinte carbone, est encore possible, mais qu'elle nécessite un accord ambitieux entre tous les pays du monde. Pour lutter contre ces changements, nous savons également que les 2 principaux leviers d'action sont l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation des comportements et des sociétés humaines aux effets du changement climatique. Nous savons donc tout cela, alors nous devons agir. C'est vous encore qui, aujourd'hui, rapportez du monde entier les connaissances scientifiques, les moyens techniques de répondre durablement à cette urgence. Pour le faire, d'ailleurs, vous prenez quelquefois tous les risques, y compris physiques, pour faire avancer la cause du climat. Je pense, en vous disant cela, parmi tant d'autres exemples,
aux efforts des glaciologues, dont les investigations souterraines nous apportent la connaissance du passé, si nécessaire à la préparation de l'avenir. Je pense au carottage par moins 50 degrés Celsius pour espérer découvrir une couche de glace toujours plus profonde et ancienne, le froid, la solitude parfois, le matériel qui se brise au milieu de nulle part, qu'il faut réparer soi-même, la joie enfin d'avoir fait une découverte inédite, susceptible de changer le cours des choses, et puis, après de longs mois, l'arrivée de la relève, le retour dans son pays d'origine, au laboratoire, en famille, le bonheur de retrouver ses collègues, ses proches, et en même temps la nostalgie, souvent, de ces mois passés dans le grand froid au service du progrès commun. Un peu comme Marie Curie qui donnait sa vie pour faire progresser la connaissance du radium, vous bravez, vous, les souffrances pour déposer aux pieds de l'humanité les moyens de son salut. Et c'est vous, encore, qui, demain comme hier et comme aujourd'hui, continuerez de nous permettre d'ajuster en permanence notre action à la réalité mouvante de la nature et de son climat. Alors pour tout cela, je voulais vous dire notre gratitude. Je voulais vous dire ma gratitude. Grâce à vous, plus personne aujourd'hui ne peut sérieusement questionner la part de l'homme dans le réchauffement climatique, ni sa capacité à le maîtriser. C'est là un immense changement qui nous permet d'aborder la COP21 avec confiance. Sachez notre détermination, la détermination de la France, au seuil de la difficile négociation qui s'annonce entre 196 pays. L'action politique doit désormais transformer vos découvertes en décisions. Nous devons trouver un accord. Ces négociations doivent être préparées au mieux pour aboutir, et mon pays s'y emploie pleinement, vous le savez, à l'image du président de la République, qui court le monde pour mobiliser, avertir, sensibiliser, se placer aux côtés de ceux qui sont inquiets, parler en leur nom parfois, comme il l'a fait à Manille en février dernier. Au-delà de la sphère politique, c'est l'ensemble de la société civile qui doit être mobilisée pour faire assumer à l'humanité sa responsabilité climatologique. Ma collègue Ségolène Royal y reviendra dans un instant. Sachez simplement qu'en ma qualité, en effet, de ministre de l'Éducation nationale aussi, j'y prendrai part totalement à cette mobilisation. Nous avons dans ce pays 12,5 millions d'élèves, 2,5 millions d'étudiants qui font preuve d'une appétence toute particulière pour ce sujet et qui se mobiliseront aussi à vos côtés. Mesdames et messieurs, oui, la politique a un rôle essentiel à jouer pour tirer pleinement profit des progrès récents de la science. La tâche s'annonce difficile. Pour l'affronter, il faut être ambitieux, courageux et unis. Et ce matin, j'ai le sentiment que nous le sommes. Je vous en remercie. Un grand merci, Madame le Ministre. Alors évidemment, je suis très sensible au fait que vous ayez évoqué l'aventure des glaciologues. Et d'ailleurs, je vous invite tous à la partager, puisque le film dont Claude Lorius est le héros, La glace et le ciel, donc qui était le film de clôture du Festival de Cannes cette année, Luc Jacquet en est le réalisateur, sortira dans toutes les salles le 21 octobre et aussi à l'étranger, dans tous les pays étrangers. Donc je vous invite à partager cette aventure, cette merveilleuse aventure de la glaciologie. Merci beaucoup de l'avoir évoqué. Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, nous connaissons votre grand intérêt pour le climat et nous vous en remercions. D'ailleurs, je vous ai entendu évoquer le terme de ministre du climat. Je ne me suis pas trompé. Donc, nous savons aussi votre implication dans la préparation de la conférence de Paris, c'était importante et nous vous en remercions. Merci à vous de nous dire quelques mots. Bonjour à tous et à toutes, chère Najat. Madame la directrice générale de l'UNESCO, une fois de plus, merci à l'UNESCO d'accueillir ces événements majeurs pour la préparation de la COP21. Cher Michel Jarraud, et puis bien évidemment, je réserve mes salutations les plus chaleureuses à Hervé Letreux et à Jean Jouzel,
pour leur dire vraiment que de vous voir aussi nombreux rassemblés aujourd'hui, c'est une belle récompense pour eux qui se sont acharnés, qui se sont impliqués, qui se sont engagés avec vous tous pour créer cette conférence scientifique internationale qui est un tournant majeur, je le pense, pour la préparation de la conférence de Paris sur le climat. Je voudrais saluer également les ambassadeurs auprès de l'UNESCO, l'ensemble des chercheurs ici présents venus du monde entier, les enseignants de toutes disciplines, les responsables des organismes qui contribuent à la connaissance et à l'action. Je voudrais saluer aussi tout particulièrement Laurence Tubiana, ambassadrice pour le climat, et puis bien sûr Gilles Boeuf qui est ici présent, Marie-Hélène Aubert qui est du cabinet du président de la République. Je ne peux pas tous et toutes vous citer, mais vous dire à quel point, et d'ailleurs le message du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en témoigne, à quel point la mobilisation de la communauté scientifique mondiale autour des questions relatives au changement climatique est absolument cruciale à quelques semaines de la conférence de Paris sur le climat. D'abord parce qu'elle s'appuie sur le travail exceptionnel accompli depuis 1988 par le GIEC, qui est un réseau d'expertise unique au monde, avec vous, cher Jean Jouzel, cher Hervé Letreux, et tous ceux qui sont au GIEC. Et cette conférence, votre conférence, c'est d'abord la marque de l'excellence scientifique de tous les intervenants venus du monde entier. C'est unique. Ça ne s'est jamais produit lorsque l'on voit la qualité du débat. C'est une avalanche d'inscriptions qui s'est produite pour ce rendez-vous majeur. Je crois que vous avez 2 ou 3 fois plus d'inscrits que de prévus. C'est un large éventail de l'ensemble des partenaires. C'est une variété des disciplines mises à contribution pour éclairer toutes les dimensions du système climatique, de ses dérèglements et de leurs impacts, mais aussi pour débattre des solutions d'atténuation et d'adaptation qui sont déjà mises en pratique dans de nombreux territoires et qui montrent la voie à suivre à plus vaste échelle. C'est la politique par la preuve, la politique par l'action, celle qui est également tout à fait cruciale pour accélérer le mouvement. Car si tous nos pays décident ensemble en décembre prochain de se fixer des objectifs ambitieux et de prendre les moyens de les atteindre, alors nous réussirons. Et cette rencontre, je le répète, est un des rendez-vous majeurs pour la préparation de ce sommet, car sans la science, il n'y aurait pas de conférence sur le climat. Il n'y aurait pas de convention cadre des Nations Unies conclue à Rio en 1992. Il n'y aurait pas de protocole de Kyoto de 1997. Il n'y aurait pas cette bataille des idées gagnées contre ceux qui ont nié pendant trop longtemps le rôle des émissions de gaz à effet de serre et la responsabilité des activités humaines. Et ce que nous avons appris des travaux des chercheurs, c'est que savoir, c'est pouvoir. Alors aujourd'hui, nous savons, grâce à vous, scientifiques du monde entier. Nous savons que nous vous devons de disposer des connaissances qui nous permettent de comprendre et qui nous poussent à agir. Vous avez assumé cette magistrature d'objectivation qui est le propre de la science quand elle n'est pas sous influence. Les climatologues nous ont appris que l'atmosphère a une mémoire et qu'on ne peut, sans risque majeur pour la vie humaine sur Terre, laisser s'accélérer en quelques décennies l'équivalent d'un réchauffement qui prit, lors de la dernière période de déglaciation, pas moins de 10 000 ans. Ce serait là un bouleversement sans précédent dans l'histoire de l'humanité, dit l'un d'entre vous. Ce serait mettre en péril l'existence même de l'existence. Alors vous êtes là, écologue, glaciologue, paléoclimatologue, biologiste, océanographe, mais aussi économiste, anthropologue, médecin, philosophe, juriste, sociologue, historien, toutes les disciplines, physique, chimie, mathématiques, géographe, et j'en oublie, bien évidemment. Vous nous avez appris que nous sommes à la fois acteurs et tributaires, que tout se tient et interagit, comme nous le rappelle si souvent Hubert Reeves, que climat et biodiversité sont étroitement liés, qu'il y a un facteur de résistance aux impacts du changement climatique et une victime directe de ces dégâts. La biodiversité est l'indicateur le plus fiable des dérives du climat. Les glaciologues, comme le disait Najat, ont fait parler les glaces polaires et les bulles d'air qui ont été piégées à des époques très lointaines. Jean Jouzel a joué un rôle déterminant
dans cette connaissance des climats du passé qui permet de situer les variations climatiques actuelles dans le contexte d'une évolution au long cours et surtout d'anticiper les possibles variations futures. Les travaux de paléoclimatologie ont établi ce constat. Les concentrations de gaz à effet de serre imputables à la période industrielle ont, en peu de temps à l'échelle de l'histoire de l'humanité, atteint des niveaux sans précédent depuis plus de 800 000 ans, avec une accélération et une intensification qui excèdent de beaucoup les rythmes auxquels notre biosphère peut s'en accommoder et se régénérer d'elle-même. Les biologistes marins, les océanographes nous ont montré que si les océans ont jusqu'à présent pu tempérer le réchauffement climatique, c'est au prix d'une altération croissante de leur fonctionnement chimique et physique. Nous atteignons maintenant un point de basculement où l'acidification détruit de plus en plus la biodiversité marine et ses écosystèmes qui pourtant nous rendent des services vitaux, où la dilatation thermique entraîne une élévation du niveau des mers qui menace les territoires insulaires et les zones côtières du monde entier. Comme le dit toujours excellemment Gilles Boeuf, l'océan est le régulateur climatique hors pair. Et il est aujourd'hui lourdement impacté par le dérèglement du climat et peut très vite, et c'est beaucoup plus grave, en devenir l'amplificateur. Les économistes ont chiffré les coûts de l'inaction et du laisser-faire climatique, de plus en plus élevés à mesure que le temps passe et que les événements météorologiques extrêmes se font plus intenses, plus fréquents, plus destructeurs, sécheresse de l'Afrique à la Californie, inondations dévastatrices, cyclones, typhons, tempêtes frappant de l'est à l'ouest et du nord au sud. La dérive climatique est aussi une dérive financière. Mais les économistes nous montrent également qu'agir pour le climat, investir dans la transition énergétique, prendre le tournant de la croissance verte peut être source d'une nouvelle prospérité, d'innovation, tirant parti des découvertes scientifiques, de création, d'activités et d'emplois durables, y compris dans les pays pauvres, surtout dans les pays pauvres, où l'insécurité climatique fait obstacle au développement. Les entreprises et les investisseurs sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à le comprendre. Et d'ailleurs, le Climate and Business Summit et le Finance Day, qui ont été organisés ici même, ont montré que la décarbonation des portefeuilles s'amorce. Des chercheurs et des ingénieurs de haut niveau ont mis au point ces sentinelles spatiales du climat qui prennent en permanence le pouls de la planète. Ces satellites de haute précision, comme ceux du CNES, qui observent les facteurs et les symptômes du changement climatique, dont les données permettent de compléter et d'affiner les modélisations du bilan radiatif de la Terre aux échanges de chaleur avec les océans, de l'agitation des couches supérieures de l'atmosphère où naissent les tempêtes et les cyclones, jusqu'à l'épaisseur des glaces dont la fonte s'accélère. Les anthropologues, les philosophes, les sociologues et les historiens ont ébranlé le vieux partage entre nature et société, entre une histoire de la Terre déconnectée des interventions humaines et une histoire humaine où l'émancipation était pensée comme un arrachement aux nécessités de la nature. C'est aussi grâce à eux que nous ne prenons plus notre environnement pour une banale externalité et que nous comprenons l'urgence de nouer avec la nature des liens plus féconds, porteurs d'un nouveau modèle de développement durable. Ce sont en vérité toutes les disciplines scientifiques qui nous aident à mieux comprendre les mutations climatiques, à mieux évaluer leurs risques présents et à venir, à mieux identifier les moyens d'agir les plus efficaces. Merci à tous les chercheurs des sciences, de la nature et de la société qui sont ici rassemblés, qui nous aident à changer notre regard et nos manières de faire, et dont les travaux ouvrent tant de pistes à l'innovation. Alors nous devons maintenant gagner la bataille de l'action, puisque nous avons, grâce à vous, gagné la bataille des idées, même s'il reste ça et là quelques lobbies climato-sceptiques. Oui, nous devons gagner en décembre prochain et au-delà la bataille de l'action, qui est avant tout une affaire de volonté partagée. Nous devons aboutir à un accord universel et juridiquement contraignant, conçu pour durer,
régulièrement révisables à la hausse, préparés par des contributions nationales. Nous en avons 43 à ce jour, dont celle de l'Union européenne, l'une des plus volontaristes. Nous avons, grâce à l'impulsion du secrétaire général Ban Ki-moon et grâce aussi à un rendez-vous très important en septembre prochain, l'opportunité d'accélérer l'évolution vers cet accord universel et juridiquement contraignant. Et nul doute que les journées d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain serviront de socle solide pour accélérer les décisions qui seront prises en septembre prochain à New York et pour bien préparer l'entrée dans la conférence de Paris sur le climat. Nous devons accélérer ces remises de contributions nationales pour tenir l'objectif des 2 degrés et pour pousser à plus d'ambition. En second lieu, nous avons la responsabilité de mettre en place les moyens financiers, l'abondement du Fonds vert, les 100 milliards de dollars par an en 2020, la réorientation des flux financiers publics et privés vers une économie bas carbone et les transferts de technologies équitables. En troisième lieu, nous devons mettre en place l'agenda des solutions, c'est-à-dire la réalisation des citoyens, des entreprises, des territoires, et l'importance de mettre en place des règles claires et collectivement consenties parce que justes. Il n'y a pas d'efficacité climatique sans justice climatique et sociale. Il s'agit d'une responsabilité commune mais différenciée, qui tient compte des situations inégales et des attentes légitimes de chacun. Nous devons aller de l'efficacité énergétique aux énergies renouvelables, des transports propres à l'économie circulaire, des bâtiments et des territoires à énergie positive, des villes durables et respirables, de la chimie verte aux réseaux intelligents, des matériaux biosourcés au stockage des énergies intermittentes, de la séquestration du carbone et bien d'autres choses. C'est un champ immense que la lutte contre le dérèglement climatique ouvre à la connaissance, à l'imagination scientifique, technologique, industrielle, des services, à l'invention et à la mise en pratique de solutions efficaces, à ces innovations, y compris et surtout même démocratiques. Et surtout, pour les citoyens, à plus d'espoir. Plus d'espoir pour ce qui leur tient le plus à cœur, c'est-à-dire plus d'emplois et plus de qualité de vie. Alors le 5e rapport du GIEC fourmille de précieuses munitions pour agir à l'échelle locale et globale, dans le temps présent, mais aussi à longue distance. Il montre que les interactions à l'œuvre appellent des politiques sectorielles et des politiques transversales. C'est plus difficile. Il évalue les instruments disponibles pour atténuer le réchauffement et mieux se protéger de ces impacts actuels auxquels désormais aucune région n'échappe, mais qui ne les touchent pas toutes avec la même intensité. Il actualise un état exhaustif des connaissances et élabore différents scénarios d'évolution possibles qui tient compte des savoirs accumulés, qui varient selon les hypothèses retenues et les actions entreprises ou susceptibles de l'être dans le contexte plus large des changements planétaires contemporains. Le rapport du GIEC met l'accent sur le rôle des territoires, et en particulier des villes, qui totalisent 70% des émissions de gaz à effet de serre et qui accueilleront d'ici 2050 les 2/3 de la population mondiale. Il livre au débat public et met à la disposition de tous les acteurs une somme d'informations qui sont autant de guides pour l'action. La recherche a depuis continué à progresser, et c'est là tout l'intérêt de votre conférence scientifique. La question désormais n'est plus de savoir s'il faut agir, mais comment agir? Quelles solutions concrètes et opérationnelles pour combattre efficacement le dérèglement climatique et ses conséquences immédiates et futures? Quels bénéfices en tirer pour aujourd'hui et pour demain, dans nos territoires et dans nos pays respectifs, comme à l'échelle mondiale? Comment faire le choix d'une économie et d'une société décarbonée, non pas comme une contrainte à subir ou un objectif inaccessible ou mû seulement par le catastrophisme, mais au contraire comme une chance à saisir et comme un mouvement à accélérer. Toutes ces questions et bien d'autres encore sont au cœur des débats que vous allez avoir, comme elles sont au cœur
de la préparation du prochain sommet de Paris sur le climat. Alors permettez-moi pour conclure 3 observations. D'abord, vous êtes ici en France. En France, c'est un pays qui s'est voulu exemplaire pour mériter finalement l'honneur d'accueillir cette conférence sur le climat voulue par le président de la République. Et nous avons voulu nous appliquer cette année à nous-mêmes ce que nous préconisons à l'échelle internationale. C'est pourquoi notre Parlement est en train d'adopter la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et la loi pour la reconquête de la biodiversité et de la nature et des paysages, mais surtout avec tous les plans d'action concrets qui les accompagnent, et notamment l'appel à projets sur les territoires à énergie positive et pour le climat. Nous avons lancé des actions massives d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous organisons la mutation de notre modèle énergétique. Nous préparons l'après-pétrole. Nous faisons monter en puissance les énergies renouvelables. Nous développons les transports propres et l'économie circulaire. Nous protégeons et valorisons notre biodiversité en protégeant celle des autres. Nous voulons un partage équitable des avantages acquis et le principe de solidarité écologique que j'ai inscrit dans le projet de loi sur la reconquête de la biodiversité. Cette action législative volontariste est une contribution concrète à la mobilisation internationale nécessaire. Deuxième observation que je voudrais faire, c'est l'importance de cette conférence, une fois de plus, et je voudrais réinsister sur l'importance du rôle des chercheurs. Car sans les apports des sciences, on ignorerait encore que le climat est un système. On pourrait certes constater tel ou tel changement climatique, notamment la canicule qui s'abat sur la France aujourd'hui, impactant telle ou telle activité, comme ces viticulteurs ou ces agriculteurs qui constatent que le raisin ne mûrit plus comme avant, que la terre se dégrade, ou comme ces habitants de l'Aveyron, chez qui j'étais la semaine dernière, qui ont vu doubler le nombre des foudroiements en liaison avec l'augmentation des températures et de la violence des orages. Mais surtout, on ne comprendrait pas cette menace terrible qui pèse sur les États insulaires et qui a été l'occasion de l'appel de Manille lancé par le chef de l'État, puis de l'appel des Caraïbes avec les dirigeants de ces régions du monde. Car ces événements, s'ils ne s'intègrent pas, dites-vous, dans une vision d'ensemble, comme les parties d'un tout en mutation, restent des objets de savoir locaux et ne peuvent prendre tout leur sens que les uns par rapport aux autres. Et c'est cela qui est nouveau. Relier entre elles des choses qui ne le sont apparemment pas. C'est le rôle de la science et des chercheurs. Les phénomènes climatiques, dites-vous, sont complexes, au sens étymologique qu'Edgar Morin donne à ce mot, tisser ensemble. Et donc les comprendre pour nous permettre à nous, responsables politiques, d'agir, c'est pouvoir les situer dans le temps long des mutations climatiques et sociales, tout en les articulant avec l'urgence. C'est croiser les regards et les démarches interdisciplinaires auxquelles les organisateurs de cette conférence sont très attachés, comme le prouve la variété des intervenants de ces 4 jours. C'est une nécessité, s'agissant du climat et de la biodiversité. Alors merci au GIEC et à vous tous de fournir aux responsables politiques que nous sommes, aux décideurs aussi, aux citoyens qui relient le local au global, aux entreprises et aux territoires. Merci de nous fournir des états régulièrement actualisés, des savoirs disponibles, afin que chacun puisse prendre en connaissance de cause les responsabilités qui lui incombent. Il ne s'agit pas d'avoir des préconisations clés en main, mais des éléments nécessaires à des décisions éclairées et informées. Nous comptons beaucoup sur votre conférence pour donner à voir la vitalité et la créativité d'une communauté scientifique qui incarne, avec un temps d'avance sur le monde politique, une nouvelle conscience planétaire, celle des citoyens de nos pays ancrés dans leurs territoires respectifs, mais qui sont aussi citoyens du monde en dialogue et en coopération avec tous les autres. Nous attachons à votre conférence un prix tout particulier dans le cadre de la préparation de la COP21, car, je le répète, c'est un moment d'accélération. Le ministère de l'Écologie, du Développement durable, de l'Énergie, qui est aussi chargé des transports et de la mer dont j'ai la charge,
le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec Najat Vallaud-Belkacem, ont bien volontiers apporté avec d'autres partenaires que je salue leur soutien à cette rencontre parce qu'elle est cruciale. L'ADEME y organise une session sur les technologies innovantes à l'échelle internationale. Le Commissariat général au développement durable de mon ministère y pilote 2 sessions parallèles de première importance, l'une sur le programme européen Copernicus d'observation de la Terre, l'autre sur la coproduction des connaissances à partir d'exemples de différents pays. J'ai d'ailleurs demandé à tous mes collaborateurs de quitter leur bureau et leur dossier pour venir ici, vous écouter, car c'est une occasion unique de se nourrir des apports de chercheurs du monde entier et d'être liés pendant 4 jours au reste de la planète. Je n'ai évidemment pas de conseils à donner aux chercheurs, mais permettez-moi de formuler un souhait pour être entendu comme vous le méritez et pour peser dans la préparation du sommet de Paris. Votre parole et vos messages ne doivent pas s'embarrasser de précautions. C'est après tout le privilège des scientifiques, de leur liberté de penser et du débat d'idées, parce que vous êtes tenus à la rigueur de la démonstration, vous ne l'êtes pas à l'euphémisation. Et dans l'éventail des crises ou des difficultés à surmonter qu'affronte aujourd'hui notre monde et qui nécessiteraient que leur gouvernance mondiale progresse dans le domaine du terrorisme, des migrations, du système financier, je considère que la question climatique est de toutes celle qui est la plus propice à une telle avancée, repenser la gouvernance mondiale. Car s'il est un domaine où l'interdépendance saute aux yeux et où nul ne pourra tirer seul son épingle du jeu, si puissant ou si méfiant soit-il, c'est bien celui du changement climatique. Et la contrainte climatique est une chance, je dirais volontiers historique, si je ne craignais pas que le mot, pas la chose, ne soit un peu usé. Responsabilité commune et application différenciée. La question du climat peut être à l'avant-garde de la construction de cet universel concret ou pluriel, comme le dit Mireille Delmas-Marty, qui n'a pas besoin d'uniformiser pour relier et qui est une des clés de ce monde commun que vous préfigurez ici. Je vous souhaite d'excellents travaux. Je ne peux malheureusement pas assister à toutes vos sessions, mais je vais les suivre très attentivement. Nous allons, au fil de ces jours, nous retrouver à plusieurs reprises, si l'examen au Sénat de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et le climat me le permet. Je viendrai écouter vendredi, bien évidemment, avec grand intérêt, avec Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, les conclusions de cette belle rencontre. Elles vont, j'en suis sûre, aider les dirigeants du monde entier à assumer la tâche qui est la leur, dans le cadre de cette conférence climat voulue à Paris par le chef de l'État, dont nous souhaitons, comme vous, qu'elle nous permette d'accélérer, d'accomplir la révolution écologique pour répondre à la belle expression de l'encyclique du pape. Nous devons être à la mesure des enjeux climatiques et du temps qui nous est compté, en créant l'irréversible, surtout pour les plus pauvres et les plus démunis, en étant à la hauteur de la création de notre communauté de destin et de notre futur commun que nous avons à imaginer, à inventer et surtout à réaliser. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Vous avez à juste titre rappelé que la première mission des scientifiques, c'est de fournir aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. J'espère, ici je pense que c'est notre premier objectif, effectivement. Vous nous avez aussi invités à aller un peu au-delà. Et je crois quand même partager avec beaucoup des scientifiques qui sont ici, le souhait en tout cas, que vous avez exprimé, que la conférence de Paris soit une réussite. C'est un long chemin et j'espère que notre communauté saura y contribuer, j'en suis même persuadé. Et je remercie tous ces décideurs politiques, tous ces hommes politiques qui prennent à bras-le-corps ce problème du climat. Vous en faites partie, c'est très important pour nous, pour notre communauté scientifique
d'avoir ce soutien. Merci beaucoup à tous. Alors nous allons reprendre, merci à vous tous, je vous remercie. Nous allons reprendre à 11h. Voilà, nous avons bien le temps. Et donc dans une plénière dans cette salle. Merci mesdames les ministres, merci Michel, merci Sonia. Et puis merci beaucoup aussi à Hervé Le Treut, notre grand organisateur en chef. Merci à vous tous.